Yo YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo reaction sur la chaîne Mino 2.0. Comme tu peux le voir, nous sommes assez nombreux sur Twitch. Le focus, c'est quoi en fait? Merci. Merci bien. Aujourd'hui les refs, on est sur la chaîne de la poire fendue, une chaîne à laquelle on a déjà réagi 2 fois à ces vidéos. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il fait, parce qu'en gros il compare la science avec des choses dans les animés, dans les séries, dans les films, des objets, des techniques, des pratiques, tout ce que vous voulez. Et là aujourd'hui, on va voir ce que ça ferait d'avoir l'équipement tridimensionnel de SNK en vrai. C'est parti! Après avoir exploré les contrées du monde terrifiant de l'attaque des titans, je vous propose cette fois-ci d'y retourner pour se pencher sur la manœuvre tridimensionnelle. L'outil décisif que seuls les plus entraînés utilisent pour se déplacer à très haute vitesse et surtout pour être à la hauteur des titans afin de leur asséner le coup fatal. Bien que dans l'animé on y apprend que son utilisation est impossible sans un apprentissage intensif, je vous propose de découvrir que dans la réalité ce super grappin serait encore plus brutal que ce que certaines scènes veulent bien nous laisser voir. Quelle puissance un tel outil aurait en vrai? Quelles conséquences y aurait-il sur notre corps? Et est-ce qu'il serait fatal pour son utilisateur? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Je pense pas qu'il serait fatal, mais effectivement il serait violent. Déjà rien que le coup, il serait équivalent à un Desert Eagle. Tu vois, parce que, bon, vous le savez tous, mais genre quand tu actionnes le grappin pour t'accrocher avec l'équipement tridimensionnel, bah moi je pense que le recul ce serait un truc de fou, tu vois. Et je pense pas que ça te tuerait. De toute façon on verra, mais je pense pas quand même. Manœuvre tridimensionnelle. En vrai, ça fait quoi? M'a sur la poire fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors, concrètement, la manœuvre tridimensionnelle est une sorte de ceinture renforcée qui englobe l'intégralité du corps, mais où l'outil principal se situe. N'empêche, je sais pas s'il y en a qui regardent, je sais pas comment on les appelle. Des fois, il y a entre deux scènes, il y a une pause. Et sur SNK notamment, dans les pauses, on te montre des, je sais pas, je vais appeler ça une page où on t'explique, par exemple, la hiérarchie dans Shinganshina, tu vois, ou des trucs comme ça. Et il y a une page où justement on t'explique l'équipement tridimensionnel, tu vois, des plans, voilà. Celui de l'équipement tridimensionnel, si tu le lis, tu te rends compte que Isayama c'est un malade, hein. Parce que réel, bon, ça va être compliqué de le faire dans la vraie vie, parce que du coup on va le voir avec ce qu'il va nous dire, mais réel, ça tient la route, hein. Au centre du corps, puisque c'est à cet endroit que sont situés les crochets projetés grâce à des bonbonnes de gaz comprimé. Ce même gaz qui sert d'ailleurs aussi à booster la vitesse et à changer de trajectoire. En orientant ses hanches, son utilisateur pourra alors se déplacer avec style façon Spider-Man. La puissance de projection, elle, est censée permettre d'enfoncer les grappins assez profondément pour pouvoir supporter le poids d'un humain d'environ 70 kg. Et grâce à une subtilité dans le croisement de la ceinture autour du corps, le poids est transféré vers une jambe d'appui pour... Théma, frère, vous entendez tout ce qu'il dit là? C'est un seul mec. Bon, j'abuse, peut-être qu'il a été aidé, mais dans tous les cas, ce qui a marqué sur les tomes de SNK, c'est Hajime Isayama. Voilà. C'est tout ce qui a marqué dessus. Permettre de mieux s'orienter dans les airs. Bon, à première vue, tout ça a l'air assez simple à utiliser, je suis sûr que pas mal d'entre vous auront même envie de l'essayer. Mais avant de vous lancer dans de telles aventures, je vous conseille de rester bien attentif. Et si vous avez suivi le manga ou l'animé, alors la difficulté de son utilisation ne vous aura pas échappé. Pour pouvoir le maîtriser, il est obligatoire de passer par un test intense, avant lequel chacun est soumis à un test éliminatoire. Le candidat est suspendu dans les airs et doit être capable de rester dans... Qui se rappelle qu'ils ont saboté celui de Eren? Et après, il y a des gens quand même qui ont dit qu'Eren il puait la merde. Une position stable. En cas d'échec, même les plus motivés à servir au sein du bataillon le plus noble se verront recalés et moqués. Et bien qu'à première vue ce test semble simple, méfiez-vous des apparences. Parce que même si on évolue dans un environnement en 3 dimensions, contrairement aux oiseaux, l'humain ne sait se déplacer qu'avec des mouvements en 2 dimensions et avec la tête bien droite. Comprendre comment se déplacer dans cette toute nouvelle manière relève alors d'un travail physique et psychologique qui prend beaucoup de temps. C'est donc pas pour rien que pas moins de 3 ans d'entraînement intensif sont nécessaires pour prétendre être diplômé de ce véritable parcours de combattant. D'ailleurs, certains y laisseront même parfois leur vie. Et comme on va le voir dans quelques instants, la fiction est loin d'exagérer la dangerosité de cette manœuvre tridimensionnelle. Pour le comprendre, permettez-moi de vous rappeler les conséquences de la force G sur le corps humain. Due à la masse de la Terre, la gravité nous fait accélérer vers sa surface à une vitesse de 9,8 mètres par seconde au carré. En chute libre, on serait alors... Excusez-moi, je mets pause vite fait sur ça. On va remettre au début parce que je pense que je peux pas mettre pause pendant les pleines explications, sinon vous allez rien comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est de la théorie, ok? Et justement, avec ce genre de vidéo, ça rehausse le fait que là, on se base sur nous, notre univers. Sauf que je pense que vous en avez tous conscience dans le chat et sur YouTube, nous n'évoluons pas dans le même univers que SNK, MHA. Donc, les mesures qu'on se sert pour calculer ça, pour théoriser tout ça, évidemment, ça n'a aucun sens de le faire étant donné que ce n'est pas du tout la même chose
dans le truc de SNK quoi. Mais bon, en tous les cas, c'est méga intéressant. Conséquence de la force G sur le corps humain. Due à la masse de la Terre, la gravité nous fait accélérer vers sa surface à une vitesse de 9,8 mètres par seconde au carré. En chute libre, on serait alors à 0 G. Mais à la surface de la Terre, à l'arrêt, cette force est légèrement contrée. On est alors à 1 G. Maintenant, si on ajoute à ça la vitesse, cette force va ajouter du poids à notre corps dans le côté opposé à notre direction. Il nous semblera alors plus lourd. Et vu la vitesse à laquelle se déplacent les personnages de l'anime, on peut facilement deviner qu'ils soumettent leur corps à des pressions énormes. Et je peux déjà vous dire que rares sont les humains à connaître une telle force. Mais justement, voyons un peu qui dans notre monde seraient les meilleurs candidats pour essayer d'intégrer le bataillon d'exploration. Et pour ce faire, commençons par regarder les sports aux forces G les plus extrêmes. À commencer par le charismatique patinage de vitesse avec 2,6 G. Les dragsters. Vous imaginez du coup que ça veut dire que rien que le mec le plus éclaté au sol du bataillon d'exploration, il nous foudroie tous ici. En termes de force physique, si vraiment le mec était matérialisé dans la vraie vie, le plus nul du bataillon, il nous foudroie. Pour ses 4,2 G, l'inattendu luge avec un maximum mesuré à 5,2 dans les virages, puis la Formule 1, sans surprise avec ses 6 G. Rien à voir avec ce que certains subissent lors d'un crash, mais on en reparle après. Et enfin, les courses aériennes, qui trônent cette première position grâce au slalom qui les font monter à environ 10 G, allant même jusqu'à un maximum de 13 G encaissés par un pilote. Et si pour certains ces chiffres ne veulent pas dire grand chose, sachez qu'une personne qui se prend 2 G subit une force de 2 fois le poids de son corps. Imaginons que le pilote de course aérienne avec ses 13 G pèse 70 kg, ça voudrait dire qu'il a subi une pression de presque une tonne. Et bien que ce soit impressionnant, certains sont assez fous pour vouloir connaître les limites du corps humain en se portant eux-mêmes pour cobaye. John Paul Stapp, qui en 1954 atteint un record de 46,2 G pendant presque une seconde. Cet exploit lui fait perdre momentanément la vue avec quelques vaisseaux sanguins éclatés et des os cassés au passage. Mais on mérite d'établir la limite officielle du corps humain, du moins jusqu'au jour où on est passé à côté d'un véritable drame. 220 km/h à 0 en moins de 3 secondes. Grosjean connaît un véritable miracle en survivant à une force de 3,8 tonnes au moment de l'impact. Il s'en rétablira complètement et repoussera sans le vouloir les limites du corps humain. 53 G. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces personnes pourraient faire de sérieux candidats pour notre manœuvre tridimensionnelle. Et justement, maintenant il est temps de faire passer au test la réalité du manga pour voir si elle est aussi violente que celle de notre monde. Pour ce faire, je vous propose d'analyser cette scène. Ici, Mikasa semble traverser une distance qu'on peut estimer facile à 30 mètres environ, et qu'elle réalise en à peine une demi-seconde, soit une vitesse de 216 km/h, ce qui correspond à environ 44 G. Un chiffre incroyable et qui frôle les limites du corps humain, mais qui en soi reste bien possible. En plus, si on se rappelle que ces soldats sont hyper entraînés et que malgré ça, certains se blessent gravement, voire... Surtout que là, on vient de voir la scène là, de Mikasa, mais c'est absolument pas la scène où une personne du bataillon d'exploration va le plus vite. Donc ça veut dire que ça peut facilement être plus de G pris. Parce que à mon avis, la scène où Levi il foudroie, je le répète, il foudroie le titan poilu, je suis sûr qu'il va à plus que 213 km/h. Meurt rien qu'à l'entraînement, alors on voit qu'on est vraiment proche de la réalité avec les conséquences de frôler les limites du corps humain. Et même si j'aimerais terminer sur cette note positive, il reste quand même d'autres questions pour lesquelles je ne vois pas d'autre issue que la mort. Le premier, le temps. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé du poids que subirait une personne face à une accélération ou une décélération. Mais le temps d'exposition est tout aussi dangereux. Avec un temps d'exposition plus important à l'accélération, les pilotes de chasse ne peuvent pas dépasser les 9 G et doivent s'entraîner à respirer d'une façon très spécifique. Autrement, le sang quitterait leur cerveau, ce qui leur ferait perdre d'abord la vue, puis connaissance. Et perdre connaissance dans un avion, comme en pleine manœuvre tridimensionnelle, rendra la gravité mortelle. L'autre point, et là j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire, mais bien que le système de ceinture a l'air bien pensé, la poussée, elle, ne se fait qu'au centre du corps, ce qui selon moi ne peut finir que d'une seule façon. Bref, 44 G pour la manœuvre tridimensionnelle. Coïncidence ou pas, l'animé m'a vraiment surpris par sa capacité à... C'est vrai ça, putain de merde. C'est vrai ça. Ouah, sa mère là. Wow. Il est sorti du cœur le là. Maintenant que j'y pense, mes frères, tu te fais pulvériser avec du gaz d'un coup comme ça, frère, ta colonne elle tient pas. Qui selon moi ne peut finir que d'une seule façon. Bref, 44 G pour la manœuvre tridimensionnelle. Coïncidence ou pas, l'animé m'a vraiment surpris par sa capacité à respecter le record de Stapp, qui était le seul connu à l'époque. Mais bon voilà, selon moi, utiliser un outil aussi puissant dans la réalité ne pourrait que très mal se terminer. Heureusement, ceux qui se sont amusés à le réaliser en vrai n'ont pas la capacité de tirer leur utilisateur aussi brutalement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, vous aurez été nombreux à me la demander et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous ne connaissez pas déjà, je
vous invite à découvrir l'excellente chaîne de Nerdist, qui a aussi abordé le sujet et qui m'aura bien aidé pour certains calculs dans cette vidéo. Je vous mets leur lien en description. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne si vous avez aimé. C'est ça qui est trop cool avec les animés, c'est que tu peux te baser sur des concepts bien réels que tu peux reproduire dans la vraie vie, genre la ceinture, je pense que tu peux la refaire dans la vraie vie, mais vu que c'est un univers fictif, totalement inventé, tu peux totalement abuser, tu vois. C'est ça qui est fascinant et c'est pour ça que c'est grave intéressant de faire des vidéos où tu compares la science avec les animés et essayer de faire un petit peu des théories craft dessus, tu vois. C'est grave intéressant. Donc voilà, YouTube, j'espère que vous avez kiffé. On se donne rendez-vous du coup peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Le chat vous dit salut. Deux personnes qui vous disent salut. Salut.